Eh bien, je crois qu'on est en ligne, donc bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire du Haut Conseil pour le climat dédié à la COP26. Alors, je suppose que si vous êtes présent, vous savez ce que c'est une COP, ce rendez-vous annuel où les États se mettent autour de la table pour discuter de leurs engagements et faire le bilan. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que toutes les COP ne sont pas également structurantes en termes d'avancée. Il y a eu bien sûr la COP 21 à Paris, avec l'accord de Paris qui était particulièrement structurante. Et à ce moment, les États s'étaient dit qu'ils se reverraient 5 ans plus tard pour faire un grand bilan. Et donc, ce bilan, nous y sommes, c'est la COP 26. C'était donc une COP particulièrement importante. Et c'est pour ça que le Haut Conseil pour le climat a décidé de s'y intéresser. L'idée était bien sûr de suivre les engagements de la France. En tant que Haut Conseil pour le climat, c'est ce que nous faisons, mais aussi de regarder ce nouveau contexte international et d'en tirer des conclusions et des implications pour la France. Et donc, nous avons donc publié un avis en décembre dernier, et c'est cet avis que nous reprenons pour ce webinaire. Alors, dans ce webinaire, nous allons rapidement balayer, d'abord synthétiser les enjeux de cette COP26, qu'est-ce qu'on pouvait en attendre au début. Ensuite, nous ferons un bilan des avancées afin d'en tirer des implications pour la France. Et enfin, nous terminerons en vous présentant un nouvel organisme important pour l'action internationale, le Réseau international des conseils pour le climat, qu'on appelle ICCN. Alors, nous avons aujourd'hui avec nous pour parler de ce sujet 2 intervenants. Nous avons d'abord Corinne Lequéré, présidente du Haut Conseil pour le climat. Merci d'être là. Et qui est également climatologue et professeur à la Société royale à la Société royale au Royaume-Uni d'East Anglia. Et nous avons également Michel Colombier, membre du Haut Conseil pour le climat et directeur scientifique de l'IDRI, un institut, un think tank dédié aux relations internationales et spécialisé dans le climat. Donc vraiment 2 orateurs particulièrement pertinents pour ce sujet. Et malheureusement, nous n'avons pas pu avoir aujourd'hui Laurence Tubiana, qui était prévue, membre également du HCC, mais qui est malade avec le Covid qui sévit. Donc nous aurons 2 orateurs aujourd'hui. Alors, très rapidement, avant de leur passer la parole, un mot sur l'organisation. Nous allons avoir 30-35 minutes de présentation et nous finirons par 20-25 minutes de questions. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat directement et nous y répondrons à la fin avec une session de questions-réponses. Et donc, je passe tout de suite la parole à Corinne Lequéré pour parler de la COP. Bonne présentation. C'est Michel qui débute. Michel. Oui, bonjour à tous. En effet, c'est moi qui débute pour vous donner un petit peu à la fois les attendus et les résultats de cette COP qui s'est déroulée en 2021, qui devait avoir lieu en 2020 d'ailleurs, hein. C'est une COP qui a pris du retard à cause du Covid. Alors, Quentin l'a rappelé, les COP sont pas toutes équivalentes. Les COP, c'est les réunions annuelles dans le cadre de la mise en œuvre d'un traité, d'une façon générale, et là, en l'occurrence, de la Convention de Rio, qui a été adoptée en 92. Et donc, la dernière COP très importante a été celle de 2015, celle de la signature de l'accord de Paris, qui, pour la première fois, donnait un cadre dans lequel l'ensemble des pays du monde s'engageaient sur des actions volontaires sur à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aussi sur des actions d'adaptation et sur tout un certain nombre d'outils collectifs pour essayer de mettre ce travail-là en œuvre. Alors, ce qui était important de comprendre, vous avez sûrement entendu parler à l'époque de l'accord de Paris, c'est qu'il avait été demandé aux pays de venir avec des engagements volontaires à Paris pour à la fois témoigner de leur volonté de rentrer dans ce jeu-là, alors que jusque-là, seuls les pays développés avaient des engagements sur les émissions. Et puis pour avoir une base pour négocier cet accord en 2015. Alors, ça a bien marché, c'est-à-dire qu'à l'époque, les pays qui sont venus à Paris ont à peu près tous, à 2 ou 3 exceptions près, apporté un engagement de dire voilà ce que je vais faire à l'horizon 2025 ou 2030, ça dépendait des pays. Mais évidemment, quand on a fait la somme de ces engagements et qu'on les comparait à l'objectif collectif que tout le monde s'est donné à Paris, qui était de maintenir la température bien en dessous de 2 degrés, eh ben, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, c'est-à-dire que les engagements d'action n'étaient pas suffisants. Et c'est quelque chose que la négociation de Paris avait anticipé en disant bah, d'abord les pays ils ont pris des engagements avant même qu'il y ait un accord. Donc c'était finalement ce qu'ils apportaient de façon totalement unilatérale.
Et puis, c'est quelque chose que l'accord de Paris avait anticipé dans la mesure où justement le jeu va être de continuer à avoir des rendez-vous et une pression politique sur les pays pour réviser ces accords et essayer, puisque maintenant on a un accord collectif, de rapprocher les engagements individuels de cet objectif collectif. Et c'est donc la raison pour laquelle dans l'accord de Paris, il y a ce qu'on appelle des cycles. C'est-à-dire que tous les 5 ans, on est censé se revoir, on est censé faire le bilan des engagements et on est censé réviser nos propres engagements, chaque pays, pour essayer enfin d'aligner la somme de ces engagements sur l'objectif global que tout le monde s'est donné. Alors là, c'était une réunion un peu particulière puisque finalement, en 2015, on a signé un accord qui rentrait en vigueur en 2020. Cet accord entré en vigueur en 2020, c'était donc censé être le premier rendez-vous de 5 ans et on attendait évidemment des pays cet engagement, ce renouvellement des engagements, un renouvellement d'ambition. On avait aussi autre chose à l'agenda qui était important, c'est que quand on signe un traité, c'est forcément très général, on a des règles du jeu à mettre en place, forcément, pour appliquer les nouvelles clauses qui sont dans ce traité. Et en particulier, il y avait des clauses importantes sur les questions de financement, je vais y revenir, sur les questions de transparence. Donc il y avait ce qu'on appelle un rule book, les règles du jeu à mettre en place. Et donc les attentes par rapport à cette COP 26, c'était vraiment de tester pour la première fois finalement ce mécanisme de Paris et de voir si on avait une réponse collective à la hauteur de l'engagement. Donc, les attentes sont résumées ici. Des attentes, évidemment, sur le rehaussement des engagements, des règles sur l'accord, je l'ai dit, et des règles sur la question du financement. La question du financement, pourquoi elle est importante? Parce que c'est pas simplement un accord dans lequel chacun vient en disant voilà ce que je vais faire, rentre chez soi et met en œuvre. Il est évident qu'on a une action collective à mettre en place. Il y a pas mal de dimensions d'ailleurs à cette action collective. Il y en a une évidemment qui est centrale, qui est la question du financement pour les pays en développement. Les pays riches, développés, s'étaient engagés à mobiliser 100 milliards de dollars d'ici 2020. Et donc c'était évidemment une attente importante des pays en développement, dont il faut dire qu'à Paris, pour la première fois, ils acceptaient de dire nous aussi, nous allons travailler à maîtriser nos émissions, maîtriser la hausse dans les pays évidemment qui se développent, et pour certains déjà maîtriser un pic, éventuellement une décroissance. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan au retour de cette COP, qui mettait quand même les enjeux extrêmement hauts, enfin, depuis Paris, c'est celle qui avait les enjeux les plus importants. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan? Le premier, c'est quand même que cette COP a confirmé que l'accord de Paris est opérant. Les gens sont venus sur un agenda qui est un agenda conforme avec l'objectif de ce rendez-vous à 5 ans, discuter de leur ambition, discuter du cadre de mise en œuvre, discuter des différents outils qui sont nécessaires, financement, etc. Et que donc c'est bien là aujourd'hui que se confirme finalement le rôle des Nations Unies et ce cadre de référence pour négocier. Ça peut paraître évident, mais quelques années avant Paris, on s'est beaucoup demandé finalement si ce cadre-là était utile, si ça fonctionnait. Certains voulaient même l'abandonner. Et puis finalement, ce cadre reste le bon et le cadre fourni par l'accord de Paris manifestement fonctionne. Alors, est-ce que, dans un contexte, comme vous le savez, qui n'a pas forcément, au niveau international, été très favorable. Alors, est-ce qu'on ressort de Glasgow avec ce qu'on attendait? Bah, la réponse, elle est, en partie oui, pas totalement. On a des avancées notables, ce qui est quand même important. On a des avancées notables. Alors, on a des avancées, je dirais un peu techniques, mais c'est important, sur la finalisation des règles du jeu. On en avait parlé, alors là, on vous dit articles 6 et 13, pour être clair, en gros, c'est des règles sur la coopération internationale, sur les échanges et notamment sur la transparence. Et ça, la transparence, c'est extrêmement important. C'est important pour 2 choses, la transparence. C'est important parce que c'est la base sur laquelle on peut créer de la confiance entre les pays, la confiance pour l'action, et c'est important, on le sait bien, dans notre propre pays, d'avoir confiance dans le travail des autres et de se dire: «Je ne suis pas le seul à faire». La transparence, c'est important aussi parce que ça va être la référence de savoir finalement qui fait quoi, si les gens font ce qu'ils ont dit, et ça va être jusqu'à un moment donné la référence éventuellement pour des actions en justice. On pourra en parler si vous voulez de justice climatique. Donc la finalisation de ces aspects-là, c'est important, mais le rôle politique de cette COP allait bien au-delà de ça, et bien sûr, c'était un rôle sur la mise à niveau de l'ambition. Alors sur la mise à niveau de l'ambition, la coupe n'est pas totalement là, c'est-à-dire qu'un certain nombre de pays ont revu leur copie de 2015, ils ne sont pas très nombreux. Certains, ça a été essentiellement pour confirmer ce qu'ils avaient amené en 2015, c'est notamment le cas de la Chine, mais c'est déjà bien. Quelques-uns l'ont amélioré, l'Inde par exemple, notablement, c'est important parce que c'est un pays, c'est évidemment à la fois un grand pays, un pays qui pèse dans la dynamique internationale.
Donc on a une quinzaine de pays qui ont apporté de nouveaux engagements. Et surtout, collectivement, les pays dans ce pacte de Glasgow qui a été signé à la fin ont pris collectivement l'engagement de, d'ici un an, réviser leurs objectifs nationaux et d'essayer de mieux les aligner sur leur objectif global. Ensuite, on a plus de 130 pays aujourd'hui, c'était quelque chose comme 85 à la sortie de la COP, et puis d'autres encore en ont apporté, qui ont pris des engagements de long terme. Alors ça, c'est quelque chose qui avait été apporté aussi par l'accord de Paris, qui demandait aux pays non seulement de prendre des engagements de court terme, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire dans les années qui viennent concrètement pour résoudre le problème, mais de réfléchir aussi et de préparer, de déposer des stratégies de long terme, des stratégies à 2050. Vous savez que c'est un sujet sur lequel, au sein du HCC, on insiste beaucoup, y compris pour la France. Non pas pour dire voilà comment ça sera en 2050, évidemment, mais pour se donner une perspective et pour travailler à mettre en cohérence leurs engagements de court terme avec cette perspective longue, en comprenant quel est le chemin pour eux de la décarbonation, qui peut être assez différent d'un pays à l'autre en fonction de ses spécificités. Alors, là, on a à la fois un succès, c'est-à-dire un grand nombre de pays ont dit: «Bah, moi, je m'engage à me mettre sur cette trajectoire de neutralité carbone». Il faut dire quand même que beaucoup de ces engagements sont des engagements qui restent encore assez évasifs quant aux moyens d'y arriver et donc à ce qu'on en attend vraiment, c'est-à-dire des conséquences sur l'action de court terme. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi des COP, et Paris avait été instrumental là-dessus, c'est quelque chose qui est déjà ancien, mais Paris avait vraiment, je dirais, démultiplié cette dimension-là. C'est que la COP, c'est deux plateformes. Il y a une plateforme où les pays discutent dans un cadre très organisé, de Nations Unies, chaque pays une voix, etc. C'est la négociation formelle. Et puis, on a une deuxième plateforme dans laquelle on a des discussions qui sont beaucoup plus informelles, qui peuvent être des discussions d'ONG, de secteur privé, des entreprises, de l'économie réelle, mais dans lesquelles aussi les pays s'impliquent. Et cette partie-là a été très dynamique à Glasgow et on a un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées, 33, dont 18 dont la France fait partie. Des initiatives de tout type, on pourra en parler, des initiatives sur la baisse des émissions de méthane, des initiatives sur le financement, des partenariats, etc., etc. Alors, pour terminer rapidement ce bilan, très clairement quand même aujourd'hui, faute d'une actualisation suffisante des objectifs, on n'est pas encore à une ambition cohérente avec l'ambition globale de l'accord de Paris. C'est clair, la somme des ambitions telles qu'enregistrées aujourd'hui, sans parler de leur mise en œuvre d'ailleurs, n'arrive pas à 1,5. Si tout le monde fait ce qu'il a dit, si tout le monde tient ses objectifs, on pourrait être à 1,8. Si on regarde les politiques actuelles et les tendances, on est plutôt à 2,7 degrés, ce qui, évidemment, est tout à fait insatisfaisant. Toujours sur ces résultats, j'ai parlé de la question du financement et de son importance à la fois pour la mise en œuvre concrète par les pays en développement et pour la confiance. On n'a toujours pas été capable de mobiliser les 100 milliards de dollars prévus, donc on a un accord dans cette COP pour essayer enfin de les atteindre rapidement. Mais c'est quelque chose qui a été beaucoup critiqué, notamment à une période où on a quand même fait marcher la capacité de production de financement suite à la crise du Covid. Et donc, on a de ce point de vue-là un déficit réel, un déficit politique aussi dans la crédibilité avec les pays en développement qu'il faudra régler relativement rapidement. Ce qui est bien, c'est que pour préparer un autre rendez-vous qui est prévu par la COP de Paris, qui va être 2023, 2023, c'est ce qu'on appelle le stocktake. On doit tous ensemble faire le bilan, non pas de ce que font les pays individuellement, mais collectivement où sont les difficultés d'action. Et ça, aujourd'hui, la pression politique va se créer sur ce prochain rendez-vous de 2003, ce qui veut dire que 2022, la COP à la fin de l'année, va être une COP importante pour préparer ce stocktake et pour que les pays mettent enfin leurs promesses à la hauteur des ambitions. Je vais céder la parole à Corinne pour voir maintenant quel est le volet France de tout ça et qu'est-ce que ça veut dire pour notre action ici en France. Merci Michel. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, qu'est-ce que ça veut dire pour nos actions en France? Donc d'abord et avant tout, la France doit décliner de manière opérationnelle ses objectifs à l'horizon 2030 et en assurer un suivi efficace en impliquant tous les secteurs émetteurs. La stratégie nationale bas carbone et le plan d'adaptation au changement climatique, là, au niveau national,
doivent être traduits dès maintenant, en 2022, autour d'objectifs clairs, des objectifs rehaussés. Je vais en reparler, qui ont été rehaussés au niveau européen. Je vais en reparler dans une minute. Tandis que les dispositifs de pilotage, les dispositifs de suivi de l'ensemble de l'action climatique doivent être consolidés afin de permettre à l'ensemble des acteurs en France d'orienter leurs investissements et leurs efforts sans délai. Ça doit être fait en cohérence avec la trajectoire vers la neutralité carbone. Donc, c'est le message central qui est ressorti du rapport du Haut Conseil pour le climat là, de l'été dernier, le rapport 2021 annuel. La France connaît un retard déjà sur sa trajectoire de réduction d'émissions, dont le rattrapage impliquera une accélération du rythme de baisse des émissions par rapport aux projections initiales. Des progrès ont cependant été accomplis récemment et sont à souligner. Pour certains, d'ordre structurel, qui permettent d'accentuer la baisse en émissions de la France, notamment dans le secteur du bâtiment, de l'énergie et de l'industrie. Mais ce rythme de baisse, jusqu'à présent, n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs, même les objectifs climatiques initiaux. En particulier, les émissions stagnent dans le secteur des transports. Je parle ici avant la crise du COVID-19. C'est le secteur qui est le plus émetteur en France, avec 31% des émissions, alors qu'elles devraient rapidement diminuer. Tandis que les puits de carbone captent moins de CO2 que prévu dans la stratégie nationale bas carbone. Donc, on a vraiment des efforts de base à faire, à amplifier en construisant sur ce qu'on a déjà mis en place. Pour revenir une minute sur l'objectif de neutralité carbone de la France en 2050, donc cette date et cet objectif demeurent cohérents avec l'accord de Paris et avec les engagements des autres pays à la sortie de Glasgow. L'objectif de la France couvre tous les gaz à effet de serre et contribuerait à limiter le réchauffement global à 1,5 degré. Mais il n'inclut pas l'entière responsabilité de la France et notamment les émissions associées aux échanges internationaux doivent aussi être couvertes par les actions de la France. La France doit intégrer dans son objectif de neutralité carbone, selon les recommandations du Haut Conseil pour le climat, sa part des transports internationaux, donc aviation et transports maritimes internationaux, et développer en plus une stratégie pour maîtriser ces émissions importées. Donc, cet avis sur l'objectif 2050, on l'a remis lors de notre premier rapport en 2019. Maintenant, en ce qui concerne l'objectif 2030, le nouveau cadre européen du paquet la Fit for 55 Paris pour 55 entraînera quant à lui un rehaussement pour la France de ses propres ambitions et de ses actions à court terme. L'objectif de réduction d'émissions en France qui est actuellement dans la loi, moins 40%, donc en 2030, n'est plus à la hauteur des enjeux soulignés à la COP, soit comparé aux objectifs européens, moins 55%, l'Europe qui parle au nom de toute l'Europe, y compris la France, au niveau des contributions dans l'accord de Paris. Donc, l'objectif français, donc, soit comparé à l'objectif européen, soit comparé aux tendances globales nécessaires qui ont été spécifiées dans l'accord de Glasgow, qui demande une réduction mondiale des émissions de CO2 seulement maintenant de 45% en 2030 par rapport au niveau de 2010. Toutes ces revisions européennes et les chiffres spécifiés au niveau global entraînent un rehaussement nécessaire des objectifs de la France à court terme, au-delà de ceux qui sont déjà prévus dans la stratégie nationale bas carbone. Les enjeux pour la France, donc, dans ce contexte, sont multiples. La répartition de l'effort européen entre États membres reste à définir et devrait être débattue sous la présidence française du Conseil de l'Union européenne au premier semestre de 2022. De plus, le défi principal est d'atteindre ces nouveaux objectifs, bien sûr, et la France a un devoir d'exemplarité dans la conclusion de l'accord de Paris qui s'est imposé maintenant comme cas de référence internationale sur le climat depuis Glasgow. Finalement, la hausse de l'objectif national va demander de clarifier les enjeux pour tous les acteurs dès cette année.
Donc, dans ce contexte, les recommandations du Haut Conseil pour le climat, donc, au titre de sa mission d'évaluation de l'action climatique de la France, le Haut Conseil pour le climat a formulé dans notre avis sur la COP26 4 recommandations au gouvernement afin de respecter ses engagements au niveau national, mais aussi européen et international, et d'accélérer ainsi la réponse globale au réchauffement climatique dans cette dynamique internationale qui est en train de s'imposer. Donc, sans surprise, la première recommandation est bien de rehausser les objectifs 2030 de la France et de clairement spécifier les enjeux pour tous les secteurs émetteurs, y compris l'aviation et les transports maritimes internationaux. D'une part, comme je le disais à l'instant, la France a un devoir d'exemplarité dans la conclusion de l'accord de Paris, et d'autre part, la révision des objectifs européens de réduction des émissions entraînera la France automatiquement à réviser à la hausse son objectif actuel, et de le faire le plus clairement possible permet effectivement d'orienter les investissements. Tous les secteurs émetteurs doivent être mobilisés pour s'inscrire dans une trajectoire cohérente avec l'ambition présente et avec les nouveaux objectifs. Deuxième recommandation, c'est de renforcer la gouvernance et les moyens de mise en œuvre en matière de climat, ainsi que les outils de pilotage qui sont nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. Donc, les plans climat des différents ministères, certains ont été publiés, certains sont en cours d'élaboration, qui ont été demandés par le Premier ministre, constituent une première étape essentielle à la déclinaison de la stratégie nationale bas carbone et du plan d'adaptation au changement climatique. Une déclinaison donc qui se veut opérationnelle. Ces dispositifs ont fait l'objet d'une évaluation par le Haut Conseil pour le climat quant à ceux qui ont été publiés à ce stade. Ces plans climat, donc, sont à saluer et sont nécessaires pour assurer le suivi des engagements de la France. Ils doivent maintenant être généralisés à l'ensemble des ministères et renforcés dans leur pilotage à un niveau interministériel pour vraiment démontrer comment ces plans permettent effectivement d'atteindre les objectifs qui ont été mis en place et qui doivent être rehaussés. Troisième recommandation, assurer un suivi des engagements internationaux pris par la France, y compris au sein des coalitions, et traduire leurs implications concrètes pour les acteurs concernés, et ceci afin d'apporter dès cette année une visibilité nécessaire au choix d'investissement. Les mesures structurelles cohérentes nécessaires au respect des engagements de réduction d'émissions doivent être adoptées dans un horizon rapproché, encore afin d'orienter les investissements, d'offrir de la visibilité. Alors là, on parle effectivement du langage autour de l'arrêt de la commercialisation des véhicules thermiques, de la réduction des émissions de méthane, de la sortie des financements et subventions aux actifs fossiles, y compris à l'étranger, de la lutte contre la déforestation importée, etc. Les engagements internationaux pris lors de la COP et antérieurement devront faire l'objet d'un suivi en toute transparence. Il en va de même pour les contributions de la France au financement international du climat afin de parvenir à un rééquilibrage en faveur de l'adaptation et de la transition juste. Ce suivi donc des engagements internationaux est très important pour donner confiance dans les processus, pas simplement les processus opérationnels COP, mais aussi les processus hors COP qui servent à accompagner et à aider l'élaboration des politiques et des actions publiques. Quatrième recommandation, il s'agit de reprendre l'initiative à l'international sur le climat dans la perspective des futures COP, la COP 27 en Égypte et la COP 28 aux Émirats arabes unis, en y associant notamment les acteurs économiques. Les actions de la France dans le cadre international, y compris ses contributions au financement
des pays en voie de développement et ses engagements au sein des coalitions sectorielles lui permettent de prendre part plus largement à l'effort mondial en cohérence avec ses responsabilités. Sur le plan institutionnel, donc le Haut Conseil pour le climat prendra part à cette dynamique au travers du réseau international des conseils climat qui a été lancé à Glasgow. Au cours des dernières années, de nombreux conseils climatiques de formes et de compétences diverses ont été mis sur pied dans le monde, tel le Haut Conseil pour le climat fin 2018. Ces conseils ont vocation à apporter à leur gouvernement une expertise scientifique, une expertise technique indépendante en matière de climat. Après plusieurs réunions virtuelles réunissant tout au long de l'année 2021, donc l'année dernière, les différents conseils pour le climat, le réseau international des conseils consultatifs pour le climat a été lancé à l'occasion de la COP26 et c'est une première mondiale. Le réseau est composé de 21 organismes consultatifs pour le climat, donc le Canada, l'Irlande, le Mexique, le Chili, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, par exemple. 8 d'entre eux font partie des pays du G20, dont le Haut Conseil pour le climat, bien sûr. La mission principale de ce réseau est de favoriser la collaboration internationale entre les conseils afin de soutenir la mise en place de nouveaux conseils et d'échanger les bonnes pratiques entre nous. Et tout ceci avec l'espoir d'accompagner les gouvernements dans la mise en œuvre des actions d'atténuation, d'adaptation au changement climatique et d'aider les gouvernements à atteindre leurs engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris. Ce réseau offrira donc un forum permanent qui peut faciliter la collaboration et l'aide mutuelle dans le monde entier. Ce réseau international permettra de développer, de partager les bonnes pratiques de manière neutre, indépendante et aussi en toute transparence. Les conseils consultatifs sur le climat peuvent jouer un rôle précieux en fournissant des conseils d'experts fondés sur des données probantes pour éclairer les politiques, ainsi qu'une évaluation et une mobilisation rigoureuse et indépendante. Et le pilotage de ce réseau se fera cette année, sera assuré en 2022 par le Haut Conseil pour le climat en collaboration avec les conseils du Guatemala et du Canada. Les présidents des différents conseils enjoignent tous les gouvernements à mettre donc en place leur propre organe indépendant pour le climat et en répondant à 5 principes clés. Premièrement, l'enracinement rigoureux dans les données scientifiques sur le climat, telles que celles du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et appuyé par une solide expertise dans les sciences économiques, physiques, écologiques et sociales pertinentes aux actions climatiques. Un mandat de formuler des conseils indépendants et fondés sur des données probantes en matière d'atténuation et d'adaptation, à l'intention des gouvernements et des intervenants et d'évaluer les mesures prises par eux au moyen de ressources suffisantes pour exécuter ce mandat. La compétence de produire des conseils sur les aspects socio-économiques de la transition climatique pour assurer qu'elle soit équitable dans la forme et sur le fond. La concertation impartiale avec les parties prenantes concernées et finalement une attention marquée accordée au renforcement et à l'harmonisation des efforts en matière d'adaptation, d'atténuation et de transition juste et d'améliorer leur intégration parce que ces 3 aspects sont essentiels à une action climatique efficace. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup Michel, merci Corinne. Je vois qu'il nous reste donc une belle demi-heure de questions et nous en avons eu pas mal dans le chat. Et donc, je vais commencer tout de suite. On a eu, pour commencer, peut-être une série de questions concernant les 100 milliards et ce fonds vert pour le climat, avec quelqu'un qui se demande quel mécanisme de contrôle ou d'audit peut-être des actions financées on pourrait imaginer. Voilà, et il pointait le fait qu'il y a des actions financées qui semblent être plus ou moins proches d'un objectif climatique.
Et il y avait aussi la question de qui bénéficie de ça? Est-ce que l'Inde et la Chine en bénéficient aussi? Voilà, est-ce qu'il y a des outils un peu comme des taxonomies ou des mécanismes de régulation? Je ne sais pas, peut-être que Michel, vous avez regardé ces questions à l'IDRI? Oui, alors peut-être déjà une chose qu'il faut comprendre, c'est que ces 100 milliards, le fonds vert, ça n'est qu'une toute petite partie en fait de ce qu'on appelle les financements pour le climat. Donc la question est extrêmement pertinente et en fait elle se pose sur l'observation de l'ensemble des financements. Là, on est sur des financements publics, en partie privés, qui vont être distribués dans le cadre justement d'un fonds, qui s'appelle le fonds vert, qui lui-même met en place des procédures pour qualifier les financements qui vont être mis en œuvre et l'utilisation qui est faite de ces financements. Donc dans ce cadre-là, alors c'est de l'argent qui sera distribué par des canaux tels que les banques de développement, par exemple, qui peuvent être des banques multilatérales ou des banques bilatérales de développement, par des banques nationales et cetera. Et je pense que c'est moins. Alors, il y a une des discussions importantes déjà, c'est de savoir quelle est la part de financement qui va à ce qu'on appelle les actions d'atténuation et quelle est la part de financement qui va à des actions, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de ce webinaire, mais à des actions d'adaptation. Évidemment, les pays en développement sont très sensibles à cette question d'adaptation sur laquelle ils ont d'importants besoins. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de besoin sur l'atténuation, bien sûr, mais il est beaucoup plus facile pour eux finalement de recevoir des financements sur la question de l'atténuation, parce que derrière, il y a quand même une activité économique, parce qu'il y a quand même un modèle, parce que c'est des financements qui vont accompagner des besoins de développement, tels que par exemple le développement du secteur énergétique ou le développement du secteur agricole. Il est beaucoup plus difficile pour eux d'avoir des financements dans le cadre de l'adaptation. Donc ça a été un sujet à Glasgow en particulier, qui a bien sûr été la question de augmenter, il y a eu un engagement à Glasgow, d'augmenter sérieusement les fonds qui seront consacrés à l'adaptation. Ensuite, il y a des règles qui, bien sûr, qui sont mises en place, des règles pour gérer l'utilisation de ces fonds. Une des questions qui se pose aussi et qui est importante, c'est que ces fonds sont efficaces s'ils sont utilisés pour faire levier sur du financement privé. Et c'est donc là aussi où il faut arriver à mettre en place des règles qui dépassent simplement la gestion de cet argent-là, des 100 milliards, pour arriver, et c'est le monde financier y travaille en particulier, mais pour arriver à créer des règles qui soient des règles qui encadrent le financement privé qui va être incité par ce financement public, évidemment, à aller sur des actions climat. Et là, on peut en effet se dire que bon, il y a des actions qui ont une valeur plus ou moins grande, etc. On l'a vu avec, pour ceux qui connaissaient, ce qu'on appelait le mécanisme de développement propre. Il y a eu beaucoup à l'époque de critiques de certains types de projets en disant que c'est des projets qui n'apportent pas grand-chose au développement, c'est des projets dont la valeur climat est assez limitée. Donc on a aussi cette problématique finalement de trouver des critères et un encadrement des financements privés qui vont accompagner la mise en place de ces financements publics. Et juste pour finir, c'est pour ça que certaines des règles même de l'accord sont importantes, comme j'ai mentionné la règle de l'article 6, parce que parmi ces règles de financement, dans ce cas de neutralité carbone, il y a notamment des financements privés qui vont aller sur des actions dans les pays du Sud, en disant, voilà, dans le cadre de la neutralité, si on fait des actions dans les pays du Sud, c'est des actions que éventuellement on n'est pas obligé de faire chez nous. C'est un choix et une attribution, et donc il y a des règles premièrement d'efficacité de l'action, et puis des règles de double compte aussi, de risque de double compte en tout cas, qui risquaient de se révéler. Et donc c'est pour ça que cette avancée de Glasgow est importante, notamment comme un premier pas important dans une certaine rigueur de la mise en place des financements. Je pourrais compléter aussi, je voudrais un peu élargir la question au niveau du suivi des actions. Donc, il y a eu effectivement 33 coalitions, en tout cas directement en sortie de la COP, qui ont été mises sur pied. Et ça, c'est un mécanisme, bon, bien sûr, il y a eu des coalitions avant cette COP de Glasgow, mais la COP de Glasgow, elle a vraiment mis l'emphase sur ces journées thématiques qui ont permis et invité en fait les acteurs économiques en particulier à venir à Glasgow et à faire et à s'engager sur le climat. Et donc, il y en a vraiment eu beaucoup de coalitions qui se sont retrouvées comme étant un instrument complémentaire. Hein. Ça ne remplace pas les engagements des pays, mais ça renforce la mise en œuvre et ça vient compléter
en permettant aux acteurs hors gouvernementaux de s'engager de manière ouverte. Donc, le suivi de ces coalitions, c'est un gros sujet. En dehors des 100 milliards de dollars, là, c'est un gros sujet qui doit être mis en place cette année. Il y a beaucoup d'éléments de la COP de Glasgow qui vont être démontrés en fait dans la COP 27, dont le succès doit être démontré en fait dans la COP 27, c'est-à-dire que justement ces coalitions, comment est-ce qu'elles vont se structurer dans l'année, qui les prend en charge, qui va faire le suivi, à quel niveau, comment la transparence sera établie. Et tout ça doit se mettre en place, on l'espère, cette année. C'est très important que la France participe au suivi des coalitions qu'elle-même elle a signées, justement pour contribuer à cette dynamique internationale et aussi pour permettre et encourager les acteurs économiques français à joindre ces coalitions et à faire une contribution significative. Merci beaucoup. Alors voilà, ça c'était un volet sur les financements. Il y a un autre gros volet qui touche à la question du méthane. Et c'est vrai que le méthane a été l'objet d'un engagement assez fort, hein, puisqu'il y a eu cet engagement de réduire de 30% les émissions de méthane en 2030 par rapport au niveau de 2020. Et donc j'ai regroupé ensemble 3 questions. La première serait quelle serait la position du Haut Conseil pour le climat sur le fait d'avoir des objectifs séparés pour ce gaz, compte tenu de sa dynamique un peu particulière et plus particulièrement de sa courte durée de vie. La deuxième question, ce serait les émissions de méthane sont, en tout cas en France, très liées au cheptel bovin. Est-ce que c'est vrai dans tous les pays et qu'est-ce qu'il est prévu de faire pour les diminuer, ces émissions de méthane puisque voilà, on parle de diminuer de 30%, donc en 10 ans, c'est pas anecdotique. Et pour finir, il y a l'idée de le méthane, finalement, on mesure, mais il y a aussi, on sait qu'il y a aussi des émissions réelles qui sont parfois un peu supérieures aux émissions mesurées, qu'il y a la question des fuites de méthane. Donc voilà, comment on peut gérer aussi cette question des fuites de méthane. Donc je récapitule, faut-il des objectifs séparés pour le méthane? Où est-ce qu'on les réduit, en particulier sur le cheptel bovin? Est-ce qu'il y a un enjeu? Et enfin, comment contrôle-t-on les fuites de méthane? Peut-être que Corinne, par ton côté climatologue, tu as sûrement réfléchi à cette question. Oui, absolument, merci. Donc, effectivement, cette très belle coalition pour réduire les émissions de méthane qui est ressortie à Glasgow. En fait, quand on lit la coalition elle-même, l'intention derrière, c'est vraiment de réduire les émissions de méthane qui viennent de la production d'énergie fossile. Donc, on a des fuites de méthane lors de l'exploitation des énergies fossiles. On peut les capter, on peut les brûler pour les transférer en CO2 qui est moins dommageable, mais tout de même un gaz à effet de serre, ou on peut les capter et les utiliser comme source d'énergie. Et donc, la coalition méthane est vraiment concentrée sur l'amélioration de l'exploitation des énergies fossiles pour que justement cette exploitation devienne bas carbone. C'est un peu ironique, mais en fait, ça se tient dans l'ensemble, c'est-à-dire dans la perspective d'avoir une efficacité énergétique, donc les énergies fossiles que l'on utilise, qu'on les utilise dans les meilleures pratiques possibles. Donc, en France, comme on exploite peu, en fait, les énergies fossiles, la contribution que l'on peut faire au niveau du méthane à ce niveau-là, au niveau des exploitations fossiles, est relativement faible. Et effectivement, en France, les émissions de méthane viennent du cheptel bovin et de l'agriculture plus largement. Et donc, si la France veut effectivement contribuer à la réduction de méthane, elle devra regarder comment améliorer les pratiques de ce côté-là. La position du HCC, on n'a pas de position quant aux objectifs. Par contre, on a demandé au gouvernement, dès notre premier rapport, de bien spécifier justement les objectifs qu'elle mettait en place pour les différents gaz à effet de serre, CO2, méthane, N2O, etc., pour permettre de mieux piloter en fait sa stratégie nationale bas carbone, parce que quand on sait quels sont les objectifs par gaz,
on peut mieux comprendre comment les atteindre. Donc, ça fait partie des recommandations du Haut Conseil pour le climat de vraiment piloter les mesures qui sont mises en place en suivant la stratégie que l'on s'est donnée. Bien sûr, pas à la lettre, bien sûr, les choses changent, mais au moins, comme ça, on sait que si on dévie dans une gamme de mesures, on doit compenser ailleurs avec des mesures plus fortes. Et sur les fuites de méthane, je pense que j'ai déjà répondu. Hein. Je ne sais pas si... oui. Merci. J'enchaîne, sauf si Michel, tu veux réagir. Allez, et j'enchaîne alors. Et une autre question, c'était par rapport à ce que vous avez mentionné, donc les objectifs au niveau mondial, on serait plutôt sur une trajectoire de 2,7 degrés, avec même des incertitudes, vous l'avez dit, sur la mise en œuvre. Et comment là pourrait-on faire pour s'assurer la mise en œuvre? Dans la question, il y a l'idée qu'en France et dans d'autres pays européens, on voit une forme de tribunal climatique, de judiciarisation des affaires qui se passe. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on aille vers un tribunal international à La Haye? Ou sinon, comment est-ce qu'on peut s'assurer, et peut-être qu'est-ce que la COP a mis en place comme mécanisme pour s'assurer de la mise en œuvre des engagements des États? Donc, peut-être si je reviens vite fait là sur l'objectif, effectivement, on est à 2,7 degrés avec les mesures actuelles. 2,4 si les objectifs climatiques à l'horizon 2030 sont atteints, donc les contributions des pays, et 1,8 si tout est atteint, tout ce qui a été mentionné jusqu'à présent, donc on est encore loin des 1,5 degrés. Donc, l'approche dans laquelle nous, on contribue là, au Conseil pour le climat, disons, c'est plutôt une approche qui est institutionnalisée au niveau de la loi, mais pas au niveau d'un tribunal pénal. Donc, c'est-à-dire qu'on amène un regard expert, un regard critique, mais qui vise bien à accompagner les gouvernements dans l'élaboration et dans la mise en place des actions qui soient à la hauteur. Donc, c'est un processus qui se veut constructif, bien que critique, qui a démontré son utilité, en particulier au Royaume-Uni, où le Haut Conseil pour le climat anglais, le Climate Change Committee, sur lequel je siège d'ailleurs, est en place depuis 2008, et les émissions du Royaume-Uni ont bien baissé de moitié, en fait, pratiquement avant la crise du COVID. Donc, il y a aussi d'autres pays qui ont des conseils indépendants, par exemple le Danemark, qui ont eu beaucoup de succès. Donc, c'est plutôt l'approche à laquelle nous, on participe. C'est aussi l'approche que l'on essaie de soutenir au niveau international avec cette association de l'ICCN, ce réseau de conseils climatiques internationaux, où on voit que de plus en plus, cette approche de conseiller expert sert vraiment au gouvernement à comprendre l'ampleur des enjeux et à voir que non seulement eux ont des actions à mettre en place, mais que des actions sont en train de se mettre en place dans beaucoup de pays à travers le monde. Donc, je ne sais pas, Michel, si tu veux commenter sur l'aspect légal plutôt. Je te laisse alors du coup. Je viens de dire un petit mot en complément parce qu'en fait, ce qu'on voit bien quand on regarde entre guillemets l'insuffisance aujourd'hui entre la réalité et puis ce que les climatologues, les collègues de Corinne nous invitent à faire, on voit bien qu'il y a deux questions. Il y a une question qui est-ce qu'on arrive à se donner des ambitions suffisamment élevées? Et il y a une deuxième question qui est c'est bien d'avoir des ambitions, mais encore faut-il les réaliser. Et en fait, c'est deux dynamiques qui sont un petit peu différentes. Alors, quand on dit 2,7 degrés avec les politiques actuelles, ça englobe finalement les deux problèmes. C'est-à-dire, les objectifs ne sont pas vraiment assez ambitieux, puis en plus, on pédale un peu pour les mettre en œuvre. Et donc, la réalité, c'est qu'on va plutôt pas loin de 3 degrés. Et ensuite, il y a donc un gap d'ambition et un gap de réalisation. Alors évidemment, on peut se dire, un tribunal international, c'est quand même une question très compliquée parce que
On avait dans le principe de certains traités internationaux, c'est le cas du traité de Kyoto par exemple, on avait un système de vérification de l'engagement des pays, comme quoi ils avaient fait ce qu'ils devaient faire, et ensuite un principe assez théorique de sanction des pays. Ça pose plein de problèmes. Le premier, c'est que la capacité d'exercice de ce pouvoir de sanction au niveau international est en fait extrêmement limitée. Et le deuxième, si on regarde le problème qu'on a à traiter, si on a des engagements à 2030-2035, le temps de toute façon de se dire finalement on n'a pas fait le travail, il faut évaluer, etc. Il y a 4-5 ans de négociations, on va avoir des sanctions en 2035-2040, c'est trop tard. Donc l'accord de Paris, il est parti sur un autre principe qui n'est pas simple à mettre en œuvre, mais le Glasgow montre qu'en même temps, il se passe quelque chose. Il est parti sur le principe qu'il y a à la fois besoin de constituer, et c'est le but de ces rendez-vous tous les 5 ans, une pression internationale de révision de l'ambition. C'est-à-dire que le travail des pays et le travail de l'ensemble des ONG, des scientifiques, mais des entreprises aussi, qui certaines, finalement, quand elles commencent à prendre le risque de s'engager dans la transition, ont plutôt intérêt que la transition se mette en place, et il commence à y avoir pas mal d'entreprises de ce côté-là, que l'ensemble de ces acteurs arrivent à faire peser dans ces rendez-vous tous les 5 ans une voix en faveur d'une augmentation de l'ambition par les pays. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment la mise en œuvre. C'est-à-dire les pays vont dire, ben voilà mon ambition, je prends des engagements, est-ce que quand je rentre à la maison, je les mets en place? Et là, on est dans le cadre que disait Corinne, c'est-à-dire on revient dans un cadre politique national dans lequel le travail aujourd'hui, c'est d'essayer, et en regardant ce que font chacun des pays, en s'inspirant des meilleures pratiques, de constituer des cadres politiques qui permettent à cette pression, ONG, scientifiques, entreprises, citoyens, etc., d'exercer une demande vis-à-vis de leur gouvernement, parce que ça n'est pas facile de mettre en place des actions de transition, ça suppose de changer pas mal de choses, pas mal de règles du jeu. Il y a des risques, il y a des opportunités, mais il y a des risques aussi économiques, sociaux, etc. Et donc de mettre en place cette chose-là. Et une chose qui est importante et intéressante, en effet, c'est de voir qu'au-delà d'une action simplement, disons, citoyenne de négociation du fonctionnement, comme disait Corinne, constructif et positif des institutions, on a aussi aujourd'hui en face la montée d'une justice climatique, donc d'actions en justice de la part en général d'organisations civiles, de citoyens, qui peuvent s'adresser à des gouvernements, qui peuvent aussi s'adresser à des entreprises. Et ça, c'est intéressant parce que, évidemment, on ne va pas gouverner la transition climat comme ça, mais c'est important évidemment que ce risque de mise en question existe. Et quand on regarde dans différents pays, en Hollande, en France, enfin et des pays aussi d'ailleurs, des pays du Sud, dans lesquels des actions de ce type-là ont commencé à être menées, on voit que les cadres, les référentiels qui ont été créés par l'accord de Paris et qui sont créés aussi par des comités comme le CCC ou le HCC en France, sont des cadres de référentiels qui permettent des actions sur les deux questions. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont menées en disant à des gouvernements: «Vous n'êtes pas assez ambitieux», parce qu'il y a un référentiel commun maintenant qui est l'accord de Paris et parce qu'il y a un témoignage d'ambition qui est la contribution nationale que les pays soumettent. Et des actions qui consistent à dire au gouvernement: «Vous êtes gentil, vous avez de l'ambition, mais vous n'êtes pas en train de le réaliser et donc nous vous demandons de réviser votre plan de mise en œuvre» et il y a un certain nombre d'actions qui ont déjà eu lieu sur ce terrain-là. Merci Michel, merci Corinne. Alors pour enchaîner, il y a eu un certain nombre de questions sur les objectifs de la France. Donc le HCC a mentionné l'objectif de 40% et le fait que cet objectif était peut-être n'était plus assez ambitieux aujourd'hui. Mais le HCC n'a pas mentionné d'objectif pour la France. Au contraire, et là visiblement on a un auditeur qui est bien renseigné qui disait au contraire du CCC britannique ou du CCA australien qui eux ont proposé, basé sur de la modélisation et des modèles d'équité, des objectifs pour leur pays. Alors, notre auditeur est bien renseigné, mais peut-être moins que Corinne Lequéré, qui est à la fois présidente du HCC français et membre du CCC britannique, et qui donc pourra, je pense, répondre. Oui, tout à fait. Merci de cette question. Effectivement, on recommande à la France de rehausser son objectif pour 2030. Elle devra le faire dans le cadre européen de toute façon, mais on ne recommande pas le niveau. Donc, on recommande en fait de la clarté pour les acteurs au jour d'aujourd'hui.
Donc, le Haut Conseil pour le climat, ce n'est pas dans notre mandat de recommander les objectifs de la France. Donc, notre mandat spécifie que l'on doit faire un rapport annuel sur la mise en œuvre et que l'on doit donner un avis sur la stratégie nationale bas carbone lorsqu'elle est revisée, ou la SFEC, qui, dans sa prochaine étape, lorsqu'elle est revisée, mais ce n'est pas nous qui faisons le travail de recommander, donc d'arriver avec ce premier chiffre. C'est différent au niveau du Royaume-Uni. Donc, le Climate Change Act de 2008 qui a mis en place le CCC, le Climate Change Committee du Royaume-Uni, demande au Climate Change Committee de recommander les objectifs, à la fois les budgets carbone et les objectifs de long terme pour le Royaume-Uni. Donc, le Royaume-Uni doit, suivant son mandat, faire les analyses pour recommander ces niveaux. Donc, c'est un gros travail de recommander un niveau d'objectif. J'ai contribué aux recommandations sur les 2 derniers niveaux et sur la recommandation sur l'objectif de neutralité carbone en 2050 du Royaume-Uni. Et ce sont des travaux qui ont duré facilement 1 année avec une équipe de 35 personnes pour faire tous les scénarios, pour engager les parties prenantes, pour regarder les blocages, pour regarder les coûts. Et donc, c'est un travail non négligeable qui se fait à l'heure actuelle avec au sein du gouvernement pour ce qui est de la révision de la stratégie nationale bas carbone. Dans le cadre européen, donc l'Europe, je pense, a fait ce travail pour sa recommandation Fit for 55. Et donc, maintenant, au niveau du partage de l'effort entre pays, il y a des négociations qui se font. Et ces négociations tiennent compte du point de départ de chaque pays. Par exemple, la France, son mix énergétique est déjà décarboné grâce à la contribution du nucléaire. Et donc, elle fait face à des émissions qui sont distribuées dans l'ensemble de l'économie et donc plus difficile, en fait, à décarboner. Et donc, traditionnellement, elle a un objectif qui est soit dans la moyenne, soit un peu moins que la moyenne européenne à cause de sa position actuelle. Donc, nous, on ne va pas se pencher sur cette question. On a une toute petite équipe au Conseil pour le climat et on n'a pas la capacité de faire une recommandation pour un objectif avec le niveau d'analyse que ça requiert. C'est très clair, merci. Alors, pour continuer dans l'entonnoir des échelles géographiques, on a fait l'international, l'européen, le national. Et il y a quelques auditeurs qui nous font remarquer qu'on n'a pas beaucoup parlé des collectivités. Alors bon, pour un exercice qui parle de la COP et de l'échelle internationale, c'est normal. Mais est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur quel est le rôle peut-être des régions, des collectivités et comment elles s'intègrent dans cette grande architecture? Comment on passe du global au local? Je pense que Michel, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez pas mal, l'articulation des échelles. Alors, je veux bien dire un mot. Et déjà, il faut reconnaître qu'on n'en a pas parlé, c'est peut-être une erreur, parce que même dans le cadre des COP, les collectivités, on les voit. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau, pas nouveau à Glasgow, mais je dirais nouveau dans les 5, 10 dernières années, ce serait beaucoup. On a vu une montée de l'expression de la voix politique des collectivités, d'origine de tous les pays, de pays développés, de pays en développement, etc. J'insiste là-dessus parce que c'est important, c'est-à-dire que souvent on se dit le rôle des collectivités territoriales, c'est finalement de mettre les choses en œuvre sur le terrain, en bout de chaîne, quand tout le monde a décidé. Alors qu'en fait, ce rôle politique des collectivités qui ont décidé de témoigner du besoin, mais aussi de la possibilité de mettre en place des actions de transition réelles, je crois que ça a fait partie notamment des éléments qui ont permis à l'accord de Paris, à l'accord de 2015 de se faire, c'est-à-dire d'avoir des témoignages convergents de différentes parties de la société et les collectivités territoriales en font partie. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc pour dire qu'en effet, une bonne partie de ces transitions se font sur les territoires, puisque dans la transition, il y a des actions très centralisées. On parle beaucoup en ce moment de nucléaire en France. Enfin, il y a un certain nombre de sujets comme ça qui sont des grands sujets technologiques, qui sont des sujets très, très, très étatiques, voire même européens. Et puis, il y a évidemment énormément de dimensions. Alors, celles auxquelles on pense immédiatement en se disant « Ah bah oui, les transports en ville, le bâtiment »,
mais en fait, beaucoup d'actions qui sont des actions de développement économique, des actions qui sont des actions de formation, qui sont des actions de transition économique des territoires, d'accompagnement sur les nouveaux métiers, et cetera. Donc dans beaucoup de dimensions, l'action territoriale est extrêmement importante. Alors c'est quelque chose qu'on essaye de regarder aussi, au sein du Haut Conseil, même si, c'est pas forcément facile parce que l'action territoriale, bah, par définition, elle est multiple, elle est importante, et cetera. Mais, on accorde beaucoup d'importance à ça et notamment à la question de voir comment s'articule finalement une action nationale, qui est une action qui doit créer des possibles, qui doit créer des outils. Par exemple, Corinne a cité la question du bâtiment. Au niveau national, il va créer des grands systèmes d'aide éventuellement en disant, voilà, on peut avoir des prêts, on peut avoir des dons, et cetera. Mais après, il y a des questions importantes sur le terrain de structuration des filières, d'accompagnement, de formation des artisans, d'information des gens, et cetera. Toutes ces choses-là se déclinent sur des territoires, dans des cadres qui sont différents en fonction des caractéristiques ruraux, urbains, et cetera, et cetera. Et donc la question de comment s'articulent ces niveaux, en particulier niveau national et niveau local, sont des questions, importantes. Et puis la dernière chose à laquelle on est, attentif aussi, c'est qu'il y a 2, à mon avis en tout cas, 2 caractéristiques importantes de cette action territoriale. Il y en a une, c'est que c'est un échelon sur lequel on peut faire beaucoup d'innovation, et innovation dans le sens complet du terme, c'est-à-dire à la fois de l'innovation technique, mais surtout de voir aussi cette innovation technique, comment elle s'insère dans de l'innovation sociale, économique, des nouveaux business models, des questions d'accompagnement des transitions, et cetera. Et bien sûr, de questions, des enjeux sociaux de la transition. Et c'est bien sur ces espaces-là qu'on peut innover et qu'on peut finalement trouver des solutions qu'on ne peut pas forcément trouver, quand on a une pensée uniquement, verticale et centralisée. Et ça, il y a énormément de travail qui est fait et une des questions importantes, c'est la question dans l'autre sens de la recapitalisation aussi. C'est-à-dire de savoir comment on peut s'inspirer de ces actions-là pour, ne pas simplement avoir une multitude de petites actions, mais avoir quelque chose qui inspire finalement un passage à l'échelle, et inspire des politiques nationales. Donc c'est un sujet qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Si vous regardez les rapports du HCC, en général, on a une partie dans nos rapports annuels qui est consacrée à cette question. Peut-être, juste pour compléter brièvement aussi, les régions et les collectivités sont aussi bien sûr, centraux pour les questions d'adaptation au réchauffement climatique, qui sont très, très régionaux et on recommande d'ailleurs, d'identifier les priorités pour l'adaptation, au niveau régional. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, la loi demande au Conseil pour le climat de rendre un rapport sur l'action des régions, tous les 3 ans. Donc c'est clairement un sujet qu'on va continuer à suivre. Alors peut-être, une question très brièvement sur la captation, toutes les techniques de capture du CO2, parce qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Pourquoi est-ce que les puits de carbone ne fonctionnent pas aussi bien que prévu? Et finalement, à quel point on se repose peut-être trop sur ces puits de carbone au niveau mondial? Parce qu'on voit que tous les scénarios de neutralité carbone aujourd'hui reposent sur les puits. Donc est-ce que, très brièvement, on peut en dire un mot? Là, je vois qu'il nous reste 4 minutes. Et puis après finir, il y a eu aussi des questions sur, quid de est-ce qu'il va y avoir une nouvelle SNBC? Quand, comment et comment tout ça va s'articuler avec le contexte européen? Donc un mot sur les puits de carbone et puis un mot sur 2022 peut-être. Peut-être, les puits de carbone, je prends les puits de carbone, donc il n'y a pas de neutralité carbone sans puits de carbone. Clairement, on peut et on doit, réduire les émissions qui peuvent se réduire complètement à 0, le plus vite possible, mais il y a des émissions qu'on ne peut pas réduire à 0. Faudra les compenser, par des puits de carbone, gérés, donc particulièrement planter des arbres. En France, il y a eu une révision, des puits de carbone qui captent moins en fait, que ce qui avait été prévu dans la stratégie nationale bas carbone, en partie, à cause des conditions météorologiques défavorables, en sécheresse des sols, et en partie à cause de, je pense, la gestion. Quentin, tu me corrigeras s'il te plaît si tu veux. Mais clairement, donc, les puits de carbone prévus sont moins forts qu'anticipés. Et donc, on a du travail à faire déjà pour adapter nos forêts et gérer les forêts de manière à ce qu'elles soient plus absorbantes. Et pareillement pour les sols et les sols en zone agricole et ailleurs. Pour la dernière question, ou est-ce que tu veux compléter, Quentin, sur les puits de carbone? C'est bon. Je pense que je renverrai nos lecteurs attentifs au rapport annuel.
Mais, et Sur donc la sur la dernière question, c'est donc visiblement, il va y avoir une nouvelle SNBC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et quel est le programme de travail du HCC là-dessus? Donc, il y a une nouvelle SNBC qui s'appelle maintenant la SFEC, pour l'acronyme la Stratégie française énergie-climat, hein, c'est bien ça. La SFEC qui est en cours d'élaboration. Ça va prendre plusieurs années avant qu'elle soit publiée. De mémoire, elle sera finalisée en 2024. Et donc, c'est un travail qui est piloté par le gouvernement lui-même, qui inclut atténuation, adaptation et transition juste. Donc, c'est vraiment un travail très, très exhaustif. Et le Haut Conseil pour le climat, dans notre mandat, on doit donner un avis sur la SFEC. Donc, le travail que l'on fait à l'heure actuelle, c'est de regarder déjà, de faire une rétrospective sur la stratégie nationale passée. Donc, on a eu 2 stratégies publiées, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment est-ce que les acteurs s'approprient les enjeux ou pas. On fait aussi un travail au niveau des hypothèses de base qui devront être inclus dans la SFEC future pour les tester, pour voir, pour s'assurer qu'elles soient raisonnables, ces hypothèses. Et finalement, on fait un travail sur la gouvernance. Donc, au Conseil pour le climat, on a recommandé à plusieurs reprises que vraiment, il y a un gros travail de gouvernance qui se fasse au sein du gouvernement, c'est-à-dire que la stratégie soit vraiment pilotée de manière centrale au gouvernement avec des réunions interministérielles régulières, avec un suivi, avec une évaluation de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Et on va faire des recommandations à ce niveau-là. Et donc, je vous invite, on va en parler brièvement déjà dans notre rapport annuel cette année, mais le gros travail sur la SFEC ne se fait pas là dans l'immédiat. Le rapport annuel du Haut Conseil pour le climat qui sera publié en juin fera une évaluation de la politique, de la stratégie du gouvernement en matière de climat avec un regard particulier sur l'évolution cette année, et le travail sur la SFEC suivra ensuite. Je crois que c'est parfait comme mot de fin. Donc, la date est prise. Notre prochain rapport, ce sera en juin, notre grand rapport annuel. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat auxquelles on n'a pas pu répondre. Un certain nombre de questions techniques sur les émissions de l'aviation, le CO2, le captage, etc. N'hésitez pas à aller voir nos rapports et en particulier le rapport annuel. Si vous voulez des graphiques aussi, sachez qu'on vient de mettre sur notre site web une rubrique dédiée ressources pédagogiques avec plein de graphiques. Et puis sur ces mots, écoutez, je crois qu'on va clore le webinaire. Donc merci beaucoup Corinne, merci Michel. Et puis merci à tous nos auditeurs pour leur attention et pour leurs questions. Vous pouvez retrouver le webinaire en ligne sur YouTube. Et donc voilà, si vous voulez le revoir ou le partager, n'hésitez pas. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.